Pause. Mais qu'est-ce qui fascine autant le professeur Alan Grant? Pourquoi a-t-il l'air aussi captivé, émerveillé par quelque chose que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qu'on veut donc nous cacher? Ici, tout l'intérêt de la scène ne nous est pas encore montré. Cela ne se déroule pas devant nos yeux, pas devant la caméra, mais dans un espace que l'on appelle le hors-champ. Au cinéma, on raconte une histoire, des moments de vie, de joie, de tristesse. Pour raconter une bonne histoire, il faut montrer des images, des décors, des costumes, mais aussi parfois laisser libre cours à l'imagination du spectateur. Le laisser voguer entre ses doutes, ne pas lui montrer pour lui dire davantage. Garder une part de mystère, de cachet, pour faire vivre des émotions encore plus grandes. Si vous avez envie de comprendre ce qui se passe réellement à l'écran, de comprendre comment le cinéma vous fait ressentir, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le Focus, l'émission qui décrypte toutes les techniques du 7e art. Aujourd'hui, focalisons-nous sur le hors-champ. Avant toute chose, posons les bases. Au cinéma, on parle du cadre. Le cadre est un rectangle qui fait la séparation visuelle entre le champ, tout ce qui se trouve à l'intérieur, et le hors-champ, à l'extérieur. Le hors-champ n'existe seulement que grâce au champ. On peut distinguer deux types de hors-champ, avec d'abord un hors-champ concret. Il s'agit de tous les éléments en hors-champ, mais qui sont déjà apparus dans le champ. Notre cerveau imagine donc ces éléments lorsqu'ils sont hors champ, mais à partir d'images à l'écran. A l'inverse, le hors-champ imaginaire est seulement évoqué et jamais montré dans le champ. Il repose alors intégralement sur l'imagination du spectateur. Cependant, tout ce qui se trouve dans le hors-champ doit faire partie de la diégèse du film. La diégèse, c'est un mot barbare qui représente l'univers fictif qui est créé par le récit, dans l'espace et dans le temps. C'est tous les lieux, les souvenirs, les éléments, les pouvoirs et le champ des possibles qui existent dans le monde défini par le récit. Chaque fiction crée donc son propre espace diégétique et surtout, chaque spectateur la construit mentalement à partir des informations données par le film. Tout ce qui est présent dans la diégèse peut donc potentiellement entrer dans le champ. Le hors-champ fait donc forcément partie de la diégèse du film, à l'inverse du hors-cadre. Il s'agit de ce qui ne fait pas partie du champ, mais qui en plus fait partie du monde réel. Ce sont donc toutes les équipes de tournage, le matériel, les caméras ou encore les micros. Parfois, le cinéaste joue avec la frontière entre la diégèse, avec le champ et le hors-champ et le hors-cadre. Un espace extra-diégétique. Il peut faire sortir ses personnages de la diégèse ou faire une mise en abîme créant une diégèse dans la diégèse. On le retrouve souvent dans les films dont le récit raconte un tournage comme ici dans Tonnerre sous les tropiques. Pour revenir au hors-champ, le critique de cinéma Noel Burch estime en 1969 qu'il existe 6 segments dans l'espace hors-champ. Les 4 bords du cadre, l'espace derrière la caméra et enfin l'espace caché par des éléments de décor, par des personnages, voire derrière l'horizon. Ces 6 segments du hors-champ rentrent bien sûr en interaction avec le champ. Toujours selon Burch, le hors-champ peut donc être défini par 3 choses. D'abord, les entrées et sorties du champ. Des personnages par exemple, qui disparaissent du champ en s'envolant, en se déplaçant hors du cadre, en passant par une porte. I'm still on London time. Does that count? Ensuite, le hors-champ existe bien sûr par tous les regards que lancent les personnages en sa direction. Les émotions suscitées par ces regards nous donnent des informations supplémentaires sur la nature de ce qui se trouve en hors-champ. Enfin, le hors-champ existe aussi grâce à des personnages partiellement présents hors du champ. Les parties de leur corps présentes dans le champ
nous font nous imaginer par image mentale ce qu'il se passe du côté hors-champ. Ce procédé est très utilisé dans Une femme mariée de Jean-Luc Godard. Le côté caché, dérobé, accentue la forte sensualité que dégagent les scènes à deux. L'utilisation du hors-champ est en réalité presque aussi vieille que le cinéma. On retrouve une des premières utilisations en 1903, dans une partie d'échecs mouvementée de Robert William Paul. Ici, le hors-champ est utilisé à des fins comiques et burlesques. Du combat, on ne voit que les vêtements volés et des coups donnés dans le vide. C'est le contraste entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas qui apporte la dimension comique à la situation. La fin fait ressortir les personnages du hors-champ pour les ramener dans le champ et conclure l'absurdité de la situation. Un autre exemple mythique se trouve 20 ans plus tard dans le film muet Variété d'Édouard André Dupont. Dans cette scène de combat, le bras se lève et laisse exposer un couteau qui est lâché. Le personnage réapparaît. Ici, tout est dans la suggestion du corps et dans son regard. Ce regard glaçant, jeté en direction du hors-champ, nous laisse présager de la violence de la situation. Le cinéaste s'appuie ici sur l'imagination du spectateur. L'utilisation de cette imagination est centrale et permet de donner plus de force aux scènes que si tout était montré. Cela est très souvent utilisé dans des scènes de forte tension ou pour exprimer l'horreur. Par exemple, dans Rosemary's Baby. Ce qui est à l'intérieur du landau n'est pas montré. Le spectateur s'imagine alors le pire. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Le hors-champ peut donc être utilisé pour attiser le suspense et la tension autour d'une scène. Ici, tout se passe hors champ. Tous les indices que nous avons des actions en hors champ sont centralisés dans le champ, sur les vibrations à la surface de l'eau. Les personnages, au même titre que le spectateur, découvrent peu à peu les nouveaux indices sur l'action hors champ. Where's the goat? Le doute et l'incertitude du hors champ contribuent à la mise en tension. Dans cette scène, la tension progressive vient du fait que le spectateur n'est pas omniscient. Le personnage en sait plus que lui, et ce qu'il sait le terrifie. La scène de la cuisine est basée elle aussi sur les interactions constantes entre le champ et le hors-champ. Ce jeu et ses réponses sont fondamentaux et donnent tout leur sens à l'usage du hors-champ au cinéma. Depuis le début du film, ces raptors sont présentés comme extrêmement dangereux et dans cette scène, le danger va s'exprimer par les interactions entre ce qu'on voit et ce qu'on devine. Pause. Ici, alors qu'on pensait que le personnage était dans le champ, elle était en réalité hors champ, mais visuellement présente par le reflet. Les communications entre champ et hors champ, à travers différents subterfuges, permettent de communiquer des émotions, comme ici, la peur. Cette tension entre champ et hors champ se matérialise par des objets comme un miroir, fenêtre vers ce qui est caché. Dans cette scène, la sensualité du hors champ est visible grâce à un miroir, et le hors champ fait une irruption directe dans le champ. Le hors-champ est aussi une astuce de réalisation lorsqu'on ne peut pas montrer quelque chose à l'écran. Dans Dracula de Todd Browning, aucun meurtre dans le film n'est montré à l'écran. D'une part, cela accentue son côté macabre en s'appuyant sur l'imagination du spectateur. D'autre part, il s'agit surtout d'une astuce du réalisateur pour contourner le code Hays, code de production établi à Hollywood de 1934 à 1966 et qui impose des règles strictes aux productions hollywoodiennes sous peine de censure. Il édicte notamment que les meurtres brutaux ne doivent pas être présentés en détail. Parfois, les techniques de cinéma
ne permettent pas de rendre l'image aussi effrayante à l'écran. Alors, sa suggestion fait l'affaire. What's the matter, Corporal? Dr. Chapman. Where's the captain? I've got to tell him that thing's alive. I saw it, sir. On ne voit presque rien de la scène de meurtre du film Benny's Video de Michael Haneke. Notre regard est figé sur l'écran. Tout est sonore. Cette utilisation de la pudeur nous laisse imaginer visuellement ce qu'il se passe sous nos yeux. Le cinéaste précise qu'il a lu un article a posteriori du film qui décrivait minutieusement le meurtre selon l'imaginaire d'un spectateur. Cette scène nous montre une des plus puissantes utilisations du hors-champ, qui illustre la perte de repères profondes du personnage, et sûrement du spectateur également. Ainsi, le hors-champ, c'est aussi le moyen de laisser le spectateur libre de choisir ce qu'il s'est passé à l'écran, sans lui donner la solution. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bien sûr, le hors-champ n'est pas utilisé qu'au cinéma. On le retrouve aussi dans les œuvres picturales, comme ici chez Edward Hopper, où on ne sait pas ce que regarde cette femme, ce qu'elle envie de l'autre côté de sa fenêtre. Le hors-champ est au cœur de beaucoup de ses œuvres, pour parler de l'ailleurs, l'évasion, la fuite. Hopper est considéré comme un des peintres préférés d'Hollywood, pour son utilisation de la lumière, de l'espace, sa notion du temps qui passe, illustrée par le hors-champ dans ses œuvres. Avant lui, on retrouve d'autres utilisations du hors-champ, comme ici dans ce tableau d'Auguste Renoir, où le mystère est entier sur le spectacle auquel cette jeune femme participe. Au cinéma, le hors-champ est le grand absent, qui est présent partout. Du début du siècle à nos jours, il s'impose comme un espace privilégié pour transmettre des émotions, de la peur à la sensualité, en passant par l'émerveillement. Parfois pudique, d'autres fois omniprésent, le hors-champ est aussi une astuce de réalisateur qui, tel un magicien, nous cache les parties qu'il ne peut montrer. Intriguant, le hors-champ attise notre curiosité en tant que spectateur. Le hors-champ, c'est l'ailleurs, c'est ce qui n'est pas devant nos yeux. Que se passe-t-il là où mon regard ne peut regarder? Quel mystère réserve donc la face cachée d'un film?